C'est important, la communication. On va relever ensemble le défi de la communication. J'invite Olivier Berthelot à nous rejoindre, responsable événementiel à l'agence Normandie Attractivité. Prenez place. Céline Diascorne, DRH de l'hôpital du Cotentin. Nicolas Bougot, directeur de l'hôpital de Lisieux. Jérôme Pascot, maire de Conche-en-Ouche. Et j'aurai le plaisir également d'échanger avec vous sur cette question de la communication et en particulier à destination des journalistes. Il ne faut pas avoir peur des journalistes. Parce que je sais, il y a des gens, ils ont peur des journalistes. Il ne faut pas avoir peur des journalistes, ils sont globalement gentils. Alors, petit tour de table rapide. Jérôme Pascot est ici avec la cravate. Très élégant. Nicolas Bougot est à nos côtés avec ce sourire que j'ai perçu sur la photo tout à l'heure au moment de la signature. C'était extraordinaire à midi. Bel entraînement. En tout cas, voilà, pour les photos, magnifique, très beau modèle. On a Céline Diascorne qui est avec nous. On vous reconnaît. Et Olivier Berthelot. Alors, Olivier Berthelot, pour tout vous dire, nous, on se connaît depuis longtemps. Dans un autre monde, monde de la communication autour de l'automobile. Moi, je faisais du journalisme automobile pour faire simple. Et puis Olivier travaillait chez un constructeur à l'époque. Et puis là, on se retrouve. Je me suis dit, tiens, il est devenu médecin, il est devenu directeur d'hôpital, il a bifurqué. Non, il est toujours un peu dans la com, il est responsable événementiel pour l'agence Normandie Attractivité. Alors Olivier, sincèrement, qu'est-ce que vous faites là? Parce que là, c'est un truc médical. Qu'est-ce qui vous amène? Ouais, c'est vrai, je suis un peu l'imposteur de cette journée. J'ai intégré l'agence de marketing territorial, puisqu'il s'agit d'une agence de marketing territorial. Normandie Attractivité est une agence de marketing territorial de la région Normandie. Elle a vocation à faire rayonner le territoire, faire la promotion du territoire en France à l'étranger, développer son image et sa notoriété. C'est ce titre-là, en fait, qu'on a abordé l'attractivité médicale, comme on le fait sur d'autres sujets. L'agence s'est co-construite depuis 2017 avec l'ensemble des forces vives du territoire. Et depuis maintenant 1 an, j'ai intégré l'agence, on s'est fixé une nouvelle feuille de route. Et dans cette nouvelle feuille de route, il y a un enjeu majeur aujourd'hui pour la Normandie, c'est d'attirer les jeunes actifs, de les faire venir ou revenir, s'installer, travailler, les ancrer sur le territoire. Ça, c'est l'enjeu majeur. Les jeunes actifs et les jeunes professionnels de la santé sont aussi des jeunes actifs. On y reviendra tout à l'heure. Ils ont aussi les mêmes attentes et les mêmes aspirations. En tout cas, c'est cet enjeu majeur qui mène un peu et qui guide notre action au sein de l'agence Normandie Attractivité. Ça fait l'objet d'un programme et d'un plan d'action qui est depuis développé. Et on s'est rapidement rendu compte que l'attractivité médicale était un sujet à part entière et un enjeu majeur aussi à l'échelle du territoire. C'est pour lequel on a décidé aussi de s'attacher à essayer d'apporter une réponse de marketeur, si je puis dire, donc avec un regard nouveau, une réponse appel des stratégies, une méthodologie, une problématique un peu complexe, mais finalement, in fine, assez transverse par rapport aux professions que l'on rencontre et pour lesquelles nous œuvrons. La première des choses, quand on parle de marketing, et ça fait partie de la méthodologie, c'est un préalable, c'est de savoir à qui on va s'adresser, c'est de connaître notre cible, les comprendre, essayer d'identifier leurs attentes précisément. Donc on s'est attaché à faire cette première étape, parce que en fait, ces jeunes professionnels de la santé sont des générations Y et Z, et on sait tous et toutes que ces générations ont un rapport, une relation au travail qui a profondément évolué. Et donc, ces jeunes professionnels de la santé n'ont plus les mêmes réflexes, plus les mêmes attentes que leurs aïeux. C'est une évidence, c'est un constat que l'on partage tous, et on s'appuie sur ce constat pour construire un plan d'action qui soit efficace, parce que c'est ce qu'on recherche avant tout, qui ait un véritable impact sur cette population. Donc à partir de là, on a aussi étudié les quelques enquêtes qui sont menées auprès, par exemple, des jeunes internes en médecine générale. On se rend compte qu'il y a invariablement 2 facteurs d'attractivité qui reviennent au travers de ces enquêtes chez ces jeunes futurs professionnels de la santé. Le premier, c'est l'attractivité territoriale ou l'environnement territorial. Ça renvoie
au cadre de vie, ça renvoie à la qualité de vie. Alors en Normandie, on est servi sur ce sujet-là, sur ce plan-là. On en parlait, je fais une parenthèse, ce matin avec les hôpitaux à Dieppe où c'était assez favorable de vendre la mer finalement. Exactement, exactement. Ça renvoie aussi, au-delà du cadre de vie, aux infrastructures, au transport, à la mobilité, à l'offre culturelle ou aux infrastructures sportives également. Ça, c'est le premier facteur d'attractivité. Le second, c'est l'environnement professionnel, bien évidemment. L'environnement professionnel, c'est aussi les conditions d'exercice du métier ou des métiers, des professions de la santé. Et là, en l'occurrence, ça renvoie plutôt à la présence ou à la proximité d'établissements, de spécialistes, de professionnels, d'équipements de santé. C'est un élément de réassurance pour ces professionnels de santé qui ont aussi vocation à exercer leur métier dans les meilleures conditions et de la meilleure façon qui soit. Ça renvoie aussi potentiellement à des conditions d'accueil dignes de ce nom, des conditions de logement. Donc voilà, 2 facteurs d'attractivité majeurs, l'attractivité environnementale ou l'attractivité territoriale, et le second, c'est l'attractivité professionnelle. Donc nous, on s'attache, puisque c'est notre métier, à travailler sur le premier d'entre eux, c'est-à-dire l'attractivité territoriale, le cadre de vie, la qualité de vie. Donc on a des atouts, on a de véritables leviers en Normandie, donc on essaie de les exploiter. Et on essaie, avec nos partenaires, avec l'ensemble des forces vives aussi du territoire et des professionnels de la santé, de valoriser ce cadre de vie. Et je pense que les établissements ont tout intérêt à utiliser ce levier, à utiliser ces éléments d'attractivité pour améliorer la visibilité des propositions qui sont faites aux jeunes qui souhaiteraient s'installer en Normandie, c'est-à-dire quelles sont les conditions d'accueil, qu'est-ce qu'on vous propose, les conditions de logement, le cadre de vie dans lequel vous allez exercer. Tout cela n'est peut-être pas suffisamment valorisé, et ça, ce sont aussi vos établissements de porter ces messages au travers de leur, on l'a évoqué ce matin, je crois, c'est leur marque employeur. Voilà, donc nous, on a commencé à élaborer un plan d'action qui repose avant tout sur le cadre de vie et la qualité de vie. C'est la réponse que l'on peut apporter en toute humilité, nous, les marketeurs, autour d'une présence collective sous une bannière unique, la Normandie, sur des salons, des congrès qui sont dédiés aux professionnels de la santé, la communication, bien évidemment, on va en reparler, mais la communication d'influence. Aujourd'hui, on parle beaucoup des réseaux sociaux, on parle beaucoup des influenceurs. Il y a aussi des influenceurs qui sont très influenceurs et qui influencent énormément les professionnels de santé dans cet univers. Donc on va aussi exploiter les talents de ces influenceurs. Il y en a un à Rouen, médecin urgentiste, qui n'est peut-être pas dans la salle aujourd'hui, mais qui est aujourd'hui à mi-temps et qui a un vrai pouvoir d'attraction. Donc il faut aussi pouvoir travailler avec lui. On va travailler sur des éléments de contenu, du storytelling, parce que le storytelling, il y a des belles histoires, on en verra tout à l'heure, mais il faut savoir aussi les raconter. C'est ce qui fait la force aussi des actions que vous menez au quotidien. Donc le storytelling, c'est du contenu. Il n'y a rien de plus fort que des témoignages de professionnels de santé qui sont installés en Normandie aujourd'hui. Rien de plus fort que des témoignages valorisants d'internes qui ont choisi, pris le postulat de s'installer en Normandie. Donc ça, on va développer ce type d'argumentaire, ce type de témoignage sur notre plateforme Choisir la Normandie, parce que c'est un programme, choisirlanormandie.fr, sur lequel on essaie de soutenir toutes ces démarches et d'attirer, de fidéliser ces jeunes talents sur le territoire. Et ça passe aussi, pour finir, par des événements qui sont d'ores et déjà développés par les agences d'attractivité départementales et qui le font très très bien. Je pense à la Manche, par exemple, on y reviendra tout à l'heure, mais sur des week-ends découvertes à la Normandie, parce qu'il faut aussi que ces jeunes découvrent la Normandie sous ces beaux jours, découvrent ses atouts patrimoniaux, changent de regard aussi pour les autres par rapport au territoire. Donc, proposer des soirées normandes, en favorisant aussi l'intégration de ces jeunes internes, plutôt des internes qui ne connaissent pas la Normandie, le travail est fait par ailleurs. Et puis pour les externes, ceux qui sont à l'aube de l'ECN, du diplôme, de l'examen qui leur permet d'identifier et d'entériner un lieu d'internat, de proposer des week-ends découvertes pour aussi qu'ils prennent goût à la Normandie et se disent finalement la Normandie c'est quand même un beau pays, une belle région. Et c'est plutôt sympa de faire son internat dans ce cadre-là. Voilà, donc c'est un travail collectif pour un enjeu majeur qui est aussi un enjeu collectif, quoi. Voilà.
Merci Olivier. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder collectivement et avec votre regard aussi ce qui se passe un peu partout. Vous l'avez dit, la Manche, le Cotentin, c'est beau, c'est magnifique. Céline Diascorne, je me souviens. Alors, vous étiez peut-être là. On était en 2020. On était dans un amphithéâtre de l'hôpital du CHU entre deux périodes de confinement. Et je me souviens qu'on avait évoqué des publicités, des messages que vous diffusiez pour dire chez nous c'est sympa, si vous aimez la voile, le surf, enfin je ne sais plus, mais la mer, il faut venir vous installer, il faut devenir médecin dans la Manche et travailler pour l'hôpital du Cotentin. Céline Diascorne, on l'a évoqué, cette marque employeur, déjà vous travaillez. Alors il y a peut-être un terme plus fort, plus parlant que marque employeur d'ailleurs, c'est promesse. Oui, effectivement, en fait, on a souvent au centre hospitalier public du Cotentin eu la chance de connaître les crises avant les autres. C'est-à-dire que nous, l'attractivité médicale, en fait, c'est un sujet de presque 10 ans, avec une pénurie chronique, des difficultés récurrentes. Et c'est vrai que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, nous avons dû nous adapter bien avant tout le monde sur cette marque employeur, ou moi ce que j'appelle la promesse employeur, parce qu'il n'y a rien de pire que les promesses qu'on ne tient pas. Et effectivement, nous essayons de les tenir. Et nous avons eu la chance de pouvoir très tôt développer, et je vous ai mis une des premières affiches en fait 2018, les Paradis de Cherbourg, en partenariat avec effectivement la première agence d'attractivité développée dans la Manche, qui s'appelle donc désormais Manche Attractivité. On a pu développer justement ce concept d'attirer les internes sur des week-ends de découverte pour leur vendre en fait vraiment les atouts territoriaux de Cherbourg. Où effectivement on souffrait d'un déficit assez fort de par la carte météo, où systématiquement la pluie, la plus faible température en général. Donc on avait quand même ce gros handicap, je crois, mais qu'on a réussi à complètement détourner avec une campagne de communication qui était vraiment tournée vers les avantages, notamment nautiques, de Cherbourg et de sa région, et la beauté des paysages, etc. Donc ce concept, en fait, c'était un peu la première pierre de notre marque employeur. Et puis, effectivement, le côté paramédicaux, la pénurie est arrivée également. Nous avons choisi donc de développer entièrement, cette fois-ci, le concept pour l'ensemble des professionnels que l'on souhaitait attirer, médecins, non-médecins, avec toujours cet appui territorial extrêmement fort de la Manche qui a développé en fait la campagne « Je m'installe en bord de mer », qui permettait sur certains emplois tendus de pouvoir proposer des week-ends de découverte gratuitement offerts à des professionnels, donc IBOD, MERM, médecins, internes, pour pouvoir leur faire découvrir la région, et puis surtout derrière tout l'accompagnement à l'installation, la mise en avant des établissements scolaires, la mise en avant des établissements culturels, de l'offre sportive, vraiment de pouvoir offrir un package et un accompagnement bien évidemment aussi à l'installation locative, avec le parc effectivement aussi de l'hôpital qui a pu être mis à contribution. Et puis, chemin faisant, on a continué à développer cette marque employeur aussi sur les conditions de travail, en mettant en avant le fait qu'effectivement, on pouvait choisir ses modalités de travail. Effectivement, le statut, pas le statut, le CDI, pas le CDI, le CDD, juste pour quelques mois ou pour toujours. On a un peu orienté notre promesse employeur sur comme une promesse en fait de... d'une histoire qui pouvait être courte ou plus longue, un peu au choix, un peu comme on a filé en fait la métaphore du désir de se rencontrer et de rester ensemble pour la vie ou pour beaucoup moins, et que c'était pas un problème. Donc on a vraiment construit cette idée alors au travers d'outils de communication bien évidemment, mais aussi dans le fait de travailler au niveau du projet social, et c'est pour ça que je parle de promesse employeur, parce que quand on invite des gens à venir nous rencontrer et venir travailler à l'hôpital, j'ai envie, effectivement, moi, qu'on se dise, ben oui, tiens, l'hôpital, il m'a fait une promesse, il m'a dit que je pourrais travailler en 12 heures si je le souhaitais. Pour les médecins, ben voilà, le service continu, les 39 heures, le temps additionnel ou pas, le temps partiel, qui est un vrai sujet, un vrai changement de mentalité. Il faut offrir le temps partiel parce que désormais, on n'a peut-être plus envie de travailler à temps plein, et c'est valable vraiment pour nos médecins. Le nombre de contrats que l'on signe à temps plein est extrêmement faible. Et il faut accepter effectivement le fait de travailler autrement, le recrutement,
la condition de travail, s'adapter, écouter aussi beaucoup ce que nous disent les nouveaux recrutés pour réadapter justement notre promesse employeur. Donc c'est pour ça qu'aussi, une fois qu'on a recruté, eh bien, on fait des sondages. En fait, on mesure la satisfaction du professionnel et on lui demande ce qu'il pourrait nous suggérer pour rester peut-être un peu plus ou ce qu'on aurait peut-être pu améliorer dans son accueil. Alors, on est loin d'être parfait. Hein. On a encore des départs, bien évidemment, qui se font après l'embauche parce qu'effectivement, les agents n'ont pas forcément toujours été satisfaits. On a toujours, effectivement, nos difficultés d'absentéisme qui font que des fois, les conditions de travail sont bonnes quand l'effectif est là, mais dès qu'il y a une baisse d'effectif, eh bien, patatras, tout s'effondre et des professionnels qui peuvent être jeunes et moins aguerris se retrouvent parfois en difficulté. Et c'est valable aussi pour les internes qui, parfois, moins bien seniorisés, peuvent se sentir un peu en difficulté, d'où toute la question de la pluridisciplinarité, de l'appui qu'on peut s'apporter aussi entre professionnels, CPTS, privé-public malgré tout quand même. Donc on travaille tous ces aspects au sein effectivement de ce qu'on appelle, c'est vrai la marque employeur, mais finalement on peut l'appeler la marque tout court. C'est-à-dire que se dire que l'hôpital public, c'est une marque qui est certes ancienne, qui est robuste, mais qui a peut-être besoin aussi justement de prendre les codes de la jeunesse. Olivier, sur cette marque employeur, on parlait de promesses. Il y a, en marketing, on pourrait vendre du rêve, mais c'est pas ça le principe. C'est, on doit tenir ses promesses. Une promesse, ça se tient. C'est une promesse, une proposition de valeur en fait. Elle est unique, distinctive. En l'occurrence, elle renvoie à plusieurs dimensions, c'est assez intéressant. Mais sur ce concept de marque employeur, effectivement, c'est plutôt un concept qui vient du marketing. Vous parliez de marque, vous avez raison. Marque avec cet angle un peu RH. La grande différence, pour moi, c'est que la marque employeur, elle se construit en interne. Elle est souvent associée à la culture d'entreprise, à la culture de l'établissement, aux valeurs de l'établissement. Alors ça peut se construire, se nourrir, mais pour autant, il faut qu'elle soit en ligne avec cette culture d'entreprise. Et ça se communique à l'extérieur. Mais ça se construit toujours à l'intérieur. Voilà, donc c'est vrai que c'est un concept marketing qui repose sur l'identité. On est qui ? Qu'est-ce qui peut nous singulariser ? Sur quel élément je vais faire la différence par rapport aussi aux autres établissements ? Qui suis-je ? Comment puis-je marquer mon territoire ? Et puis après cette proposition de valeur, c'est ce qu'on propose. Ce sont des pratiques managériales, c'est de la reconnaissance des collaborateurs, c'est de l'accompagnement. C'est pas uniquement du sonnant trébuchant d'ailleurs. C'est aussi des parcours de formation tout au long de la vie. Voilà, donc il y a un certain nombre de dimensions qui font que ça renvoie souvent à la façon dont on organise les choses en interne, comment on cultive ces éléments et comment ensuite on les extrait pour les valoriser à l'extérieur. Et puis l'autre élément qui est intéressant, je vais juste faire une petite parenthèse sur les parapluies de Cherbourg. C'est pas les parapluies, c'est les paradis de Cherbourg. Donc c'est ces week-ends découvertes là. Il y a un élément qui est très important aussi, et ça je mesure ça au travers des échanges qu'on peut avoir dans les salons, c'est le fait que ces internes, en l'occurrence, se retrouvent à un moment donné. Se retrouvent, échangent, partagent des expériences, écoutent aussi leurs aînés, écoutent des médecins qui sont installés. Je sais que vous le faites. Et ça, c'est super important parce que ces jeunes internes ont besoin d'être réassurés. Pas uniquement par les conditions d'accueil, etc. Ils ont besoin d'entendre leurs pères, leurs aïeux, leur expliquer que dans la Manche, même si on peut imaginer qu'il y a un peu moins d'équipements médicaux, un peu moins de professionnels ou de spécialistes, il y a d'autres atouts et quand bien même, ça vaut le coup de le tenter. Et ça, dans une société où tout est digitalisé aujourd'hui, avoir des jeunes de ces générations qui ont besoin de communiquer, mais physiquement, présentiellement, je trouve ça très intéressant. C'est un petit retour en arrière et ça leur permet de grandir et tout simplement de s'épanouir. Alors,
Ça commence, si j'ai bien compris, par un questionnement, donc une forme d'introspection pour dire qui je suis moi comme établissement, quelles sont mes valeurs, quelles sont tout ça. De votre côté, Nicolas Bougo, vous avez fait ce travail et vous êtes dit, nous, nos valeurs, ça passe par l'écologie, ça passe par la transition écologique et on va le mettre en avant. Alors, ça coûte pas cher en communication. Je sais pas si ça peut rapporter gros. On peut pas le dire encore. Mais expliquez-nous le principe de cette communication autour de vos valeurs. Oui. Alors, déjà, quand vous avez préparé, j'ai commencé à sourire. Je me suis dit, bon, faut que j'arrête de sourire. Ah non, au contraire, continuez. Ça me met en joie. Alors, vous avez dit un mot important, c'est que, et je rejoins ce qu'a dit Frédéric Marie, je ne vais pas faire d'autopromotion, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on a une démarche que je vais expliquer, mais je ne sais pas si on a eu le moindre résultat en termes d'attractivité sur le sujet, mais on ne perd pas espoir. On va demander à Olivier si on peut mesurer après. C'est une démarche récente. Alors, donc effectivement, on a démarré, puis on avait présenté la démarche l'année dernière au Congrès, toute la démarche autour de la transition écologique. Et c'est en cheminant, en fait, il y a à peu près un an, qu'on s'est dit c'est peut-être une opportunité d'en faire un sujet de rapprochement et d'attractivité. Mais on avait commencé initialement la démarche dans un sens qui paraît logique. On fixe un projet, une stratégie, une organisation. Et puis dès lors qu'on avait les premiers résultats, on s'est dit qu'effectivement, on allait pouvoir communiquer sur ce sujet. Alors, d'abord pour valoriser le travail qui a été fait, les résultats, partager l'expérience. Et puis, en cheminant que cette communication elle permettrait d'améliorer l'image de l'établissement. On parle d'adversité, donc que ce soit sur le recrutement ou sur d'autres sujets, ce qu'on connaît à Lisieux, et on n'est évidemment pas les seuls à être dans cette situation. Et dès lors qu'on améliore l'image de l'établissement, c'est améliorer potentiellement l'attractivité des professionnels. Et c'est un objectif qu'on a pu ajouter à la démarche, mais qui est vraiment dans cette logique, dans ce sens-là, chronologiquement et factuellement. Alors la communication, elle est assez classique, sur des schémas classiques. Il y a une communication interne, alors avec la mise en place d'une lettre d'information interne, un rapport d'activité, des informations ou des échanges en instance, de la communication un peu événementielle. Alors, on n'est pas encore au week-end, on a fait un No Plastic Challenge au mois de juin, mais qui a mobilisé aussi un peu en interne. Et cette com interne, c'est aussi dans la structuration managériale, des dialogues de gestion, un axe du plan de formation, les entretiens professionnels, des séminaires de formation ou des réponses à des appels à projets, par exemple sur les blocs co-responsables de l'ARS. Voilà, tout ça plus sur une structuration managériale, mais c'est aussi un volet de communication interne et puis communication externe. Là aussi très classique, presse locale, nationale. On a failli passer sur M6, notamment avec ce challenge, mais il y a eu une dissolution et quelques autres priorités nationales à ce moment-là, ce qu'on pouvait bien comprendre. Et puis les congrès, évidemment, qui sont des lieux de partage. Et cette communication, pour revenir au sujet, elle doit pouvoir toucher les futurs professionnels. Donc ça veut dire qu'on travaille sur un peu les réseaux sociaux, les fiches de poste, on parlait de l'accueil, donc évidemment au temps d'accueil des internes et des nouveaux arrivants. Et puis peut-être un point plus particulier là, qui est en devenir, c'est une réflexion autour de l'Institut de formation en lien avec le Conseil régional, où on voudrait à la fois dans sa rénovation et dans l'offre de formation lui donner une coloration, enfin plus qu'une coloration, une dimension autour des éco-soins, des éco-soins importantes. Donc voilà, ça c'est plus à construire, mais tout ça participe à cette image et à cet enjeu d'attractivité et de recrutement, donc de l'étudiant jusqu'au professionnel. Donc voilà, c'est une stratégie d'abord, des résultats sur la transition écologique, et puis une image qui doit servir l'attractivité, le recrutement et la fidélisation. Alors, j'évoquais tout à l'heure les résultats, et vous avez commencé en indiquant ce qui attirait les professionnels. Alors effectivement, vous n'avez pas évoqué la transition écologique, parce que j'avais entendu d'autres chercheurs qui disaient c'est d'abord les conditions de travail, la qualité de vie au travail et le salaire qui comptent, et puis la transition écologique, ça arrive loin derrière. Donc, et pour autant, il y a d'autres
d'autres experts qui disent il y a un Français sur deux, il y a quelques années, qui attendait que les entreprises bougent sur la transition écologique. Bon, donc c'est un pari sur ce volet attractivité professionnelle. Encore une fois, je ne sais pas si on aura des résultats. Peut-être qu'avec plus de résultats sur la transition écologique, ça finira aussi par jouer. Là, c'est une démarche, comme j'ai dit, assez récente. Donc peut-être à l'exception d'un contrôleur de gestion en transition écologique, lui qui est venu quand même pour ce sujet, on ne peut pas le mesurer à ce stade. En revanche, ce qui est une certitude, c'est qu'il y a une vraie, et ça a été souligné tout à l'heure, il y a une vraie dynamique collective qui est en place autour de ces sujets. J'évoquais le bloc éco-responsable. Voilà, pour avoir rencontré les équipes du bloc, il y a quand même un engouement et un travail collectif qui est un élément, là, pour le coup, d'attractivité, de fidélisation, d'avoir un projet commun, quel qu'il soit. Voilà, donc c'est une illustration. On a sollicité des référents transition écologique. On en a 80 en quelques semaines. On a des référents dans d'autres domaines. Celui-là, il a davantage touché. On a beaucoup plus de volontaires. Et puis, ça devient aujourd'hui un sujet d'échange, que ce soit les thématiques en transition écologique. Les thématiques, elles sont très larges. On évoquait ce matin aussi les mobilités, donc voilà, ça en fait partie. Et donc, c'est des sujets qui deviennent importants et qui fédèrent en interne et qui créent vraiment de la cohésion. Donc, peut-être que sur le recrutement, on n'y est pas encore, mais sur le fait de se fédérer, d'être en cohésion et de travailler en équipe, probablement que là, on a quelque chose qui bouge depuis quelques mois. Et puis, pour terminer, et pour revenir pour ressortir de Lisieux et d'aller sur un peu plus sur un niveau régional, nos démarches, elles sont inscrites aussi dans une dimension régionale. Donc on signait ce midi la charte transition écologique dans lequel l'établissement, enfin tous nos établissements, mais notamment Lisieux s'inscrit parfaitement, en tout cas dans cette logique-là. On travaille avec l'Agence régionale de santé aussi sur ces démarches de manière investie. J'ai cité le conseil régional sur ces thématiques qui nous a permis avec Le Havre aussi de participer à la Convention des entreprises pour le climat. Voilà, donc tout ça, c'est des éléments un peu marqueurs aussi régionaux. Alors, je connais moins bien les autres régions, mais en tout cas, il y a une cohérence à inscrire notre démarche à Lisieux dans cette démarche régionale qui me semble assez marquée. Et donc, cette cohérence, elle doit, j'espère, porter ses fruits pour attirer en Normandie et peut-être un peu plus à Lisieux et Cherbourg que dans les autres établissements. Bon, maintenant qu'on a un Premier ministre, je vais regarder M6, je vais attendre de voir quand vous serez diffusé. C'est vrai que ça, c'est pas une manière de mesurer, mais en tout cas, on peut se dire, au moins, j'ai obtenu une visibilité sur une chaîne nationale. Au moins, c'est toujours ça. On va filer à Conche-en-Ouche, charmante commune de l'Eure. Jérôme Pasco, son maire, est avec nous. Vous nous faites visiter les pads numériques ? Avec plaisir. Et qu'est-ce qu'on fait ? On commence par... on fait une vidéo, L'idée, c'est que vous avez... vendez-le nous, c'est un peu ça le truc. Tiens, on va faire un exercice pratique. Évidemment. Vous nous vendez, parce qu'il est très très fort justement pour vendre son EHPAD. Prenez-en de la graine et j'ai envie de dire, c'est le spécialiste. Hein. Oui, tout à fait, exactement. D'abord, je voudrais remercier la FHF pour leur invitation. Merci beaucoup, merci Christophe, merci à toutes les équipes d'avoir organisé ce congrès, de m'avoir permis donc de venir vendre l'EHPAD de Conche. Même si il n'en a pas forcément besoin. Il n'est pas acheté, mais bon. Non, il n'est pas acheté. Il n'est pas sur les agences immobilières ni sur le Bon Coin, enfin pas pour l'instant. D'abord, vous parlez vraiment rapidement de Conche. C'est une ville de 5000 habitants. C'est la deuxième plus belle ville de Normandie après Barentin. Et elle est donc plutôt en milieu rural, en fait. Et nous avons la chance d'avoir un magnifique EHPAD sur la commune, qui est un EHPAD important, 187 lits et 64 places, je crois, dont 40 places en SIAD et qu'on est en train de transformer en service autonomie. Donc c'est, je crois, en fonction des effectifs, le deuxième, parfois le premier ou le troisième, sur le podium des plus gros employeurs de la ville. Et donc c'est une structure très importante, très impactante pour la ville de Conche évidemment et pour l'ensemble du territoire. Alors il se trouve effectivement que l'enjeu, alors le nom de la table ronde, il est quand même assez copieux quand même. Hein, donc l'excellence dans l'adversité. L'adversité, effectivement, vous en avez parlé un peu toutes et tous, les enjeux.
Ce qu'on peut dire sur l'EHPAD de Conches, c'est que il est assez récent. C'est un EHPAD qui s'est voulu moderne. On a parlé de cyber-EHPAD à l'époque. On partait de très loin parce que c'était un EHPAD multisite dans une ancienne abbaye, très difficile, très contraint. Et là, on a vraiment un outil de travail qu'on a voulu moderne, ouvert. Et on a voulu un outil de travail complètement dédié en fait au bien-être des résidents et de celles et ceux qui y travaillent. Donc je suis là aussi et surtout pour vous parler de ça, pour vous parler de son image et du travail qu'on a fait autour de tout cela. Juste pour vous dire aussi qu'on est membre du GHT Heure Seine Pays Douche. Monsieur Riflet m'en voudra pas si j'ai pas cité, mais effectivement c'est un groupement hospitalier territorial important où il y a des synergies et où il y a des manières de travailler de manière commune qui sont très intéressantes. Alors, la première chose, c'est peut-être effectivement donc cette petite carte de l'EHPAD de Conches pour vous dire que on a fait 3 choses pour l'essentiel pour parler de l'image et de l'attractivité de cet EHPAD. D'abord, on a fait une vidéo de présentation de l'EHPAD qu'on va vous partager. On a fait on a mis en ligne, peut-être qu'on verra quelques images aussi en parlant, d'une visite virtuelle de cet EHPAD et là de manière beaucoup plus classique, le site internet, le blog de l'EHPAD, etc. Les 2 outils que je voulais vous présenter, ce sont réellement des outils de promotion. On parlait tout à l'heure de promotion, de communication, d'image. Tout ça, c'est un gros travail qu'on a fait depuis plusieurs mois. Et pour le coup, nous, on a pu quantifier l'attractivité de l'EHPAD parce que, comme vous toutes et tous, comme la plupart de nos structures, après le Covid, il a été très difficile de recruter et on a été très impacté par cette vilaine pandémie et au sein de nos établissements, ça a été très difficile de garder nos personnels, de continuer à tisser ce lien professionnel si essentiel qui fait vivre nos EHPAD. Depuis, ça va mieux. Depuis qu'on communique sur l'image, alors je ne parle pas non plus de ce qui s'est passé ces dernières années, ces derniers mois sur la mauvaise image et la mauvaise publicité qui a été faite sur les EHPAD, pour le coup des EHPAD privés, avec certains livres qui sont sortis, certains articles de presse, etc. Alors je ne vais pas stigmatiser ni opposer EHPAD public et EHPAD privé, mais il se trouve qu'on parle du service public aujourd'hui. Donc, et puis moi je suis maire de Conches et président du conseil d'administration de l'EHPAD, donc j'ai aussi un peu chauvin. Mais pour le coup, dans cette stratégie-là, il a fallu qu'on avance contre vents et marées, contre effectivement des courants contraires. Et sans parler de la pandémie et sans parler des polémiques, eh bien, il a fallu se doter d'outils modernes, atypiques et innovants. Donc je vous propose de regarder la petite vidéo. On regarde la vidéo consacrée à l'EHPAD.
très joli film qui fait cohabiter la modernité et l'humanité. Jérôme Pascon, on parlait de l'attractivité professionnelle. Est-ce que c'est attractif aussi pour les résidents? Est-ce que vous avez une occupation plus importante grâce à cette communication? Oui, certainement. On est à 98% de taux d'occupation. On a une liste d'attente assez conséquente. L'idée, c'est de montrer la vie à l'intérieur d'un EHPAD. On va se promener, vous faire une visite en même temps pendant qu'on en échange très rapidement. Cette vidéo, l'idée, c'est de montrer la vie des EHPAD, c'est montrer les métiers des aides-soignants, des kinés, des infirmières, c'est de montrer ce que parfois celles et ceux qui ne connaissent pas les EHPAD ou qui ont des fausses idées ou une représentation des EHPAD tombent un peu dans la facilité et ne voient pas ce qui se passe. Donc c'est franchir les murs, c'est leur montrer ce qui se passe. Et là, vous avez beaucoup d'images. Alors, rassurez-vous, hein, c'est vrai qu'il a fait beau ce jour-là à Conches, mais il était pas non plus question d'enjoliver, juste capter des instants, capter des moments. Alors c'est vrai que c'est un montage, c'est joliment bien fait, c'est une jolie musique, etc. Mais ce qu'on veut, c'est être authentique. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Et là, vous avez les métiers et vous avez les résidents. Et donc, l'idée, c'était ça. C'était de communiquer ce qu'il y a dans un EHPAD. Et c'est pour en faire quoi? Alors là, vous les avez, communication institutionnelle, communication grand public, c'est partagé sur les réseaux sociaux. C'est vraiment diffusé au plus grand nombre pour montrer ce qu'est la vie à l'intérieur d'un EHPAD et de cet EHPAD en particulier. Et donc, on a la chance aujourd'hui, effectivement, d'avoir une belle dynamique de communication. Alors, ces outils-là sont très performants, très utiles. Il se trouve que cette vidéo, elle n'a pas coûté très cher non plus à l'EHPAD, puisque ce sont mes équipes. J'ai un vidéaste à la mairie qui est venu avec sa petite caméra faire ses films. Vous n'avez pas besoin de faire appel à des agences de communication trop chères. Je n'ai rien contre les agences de communication, mais pour le coup, on peut faire des choses simples, bien faites, et tout simplement jolies et belles pour pouvoir faire en sorte qu'on donne envie aux familles, qu'on donne envie aux professionnels, qu'on donne envie aussi à celles et ceux qui vieillissent à domicile aussi, parce qu'il y a cette notion-là et qui n'ont pas forcément envie de franchir les murs d'un EHPAD, mais dans lesquels elles seront peut-être parfois plus heureuses. Olivier, très rapidement, en une minute, le regard sur ce film et sur cette communication autour de l'EHPAD de Conches. Est-ce que c'est transposable ailleurs? Est-ce qu'il faut faire des choses comme ça? Le mot que je retiendrai, là, c'est authenticité. Pour moi, c'est super important parce que c'est vrai que ça respire l'authenticité. Et ça doit être certainement fidèle aux valeurs que vous souhaitez porter et que portent en fait vos collaborateurs. Et ça se ressent dans le film, la notion de service auprès des aidés. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Moi, c'est ce que j'ai perçu. Après, je sais pas. Oui, il y a une forme d'alignement, effectivement, d'alignement entre ce qu'on voit et les valeurs. Ça, c'est le plus important en fait quand ces valeurs sont en ligne avec ce qu'on veut montrer à l'extérieur. Donc, c'est cette notion d'authenticité. Ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'il y a un peu d'émotion, parce que ça nous permet de changer de regard aussi. Ça nous impose de changer de regard par rapport à cet établissement. Je trouve ça extrêmement intéressant. Alors, avant les questions-réponses, Olivier, vous intervenez si vous voulez. Un petit mot sur le savoir-faire et le faire savoir. J'ai une photo à vous montrer pour commencer, une seule diapo qui va arriver pour qu'on parle un petit peu des défis de la communication. On m'a dit qu'il faut qu'on en finisse avec l'EHPAD bashing, avec l'hôpital bashing. Alors, je me suis demandé, c'est quoi l'hôpital? Voilà, souvent, les gens... Quand je vais dans les entreprises privées, quand on discute un peu de la presse, quand je vais dans des établissements publics, des administrations, il y a souvent un nom qui revient, c'est celui d'Élise Lucet. Pourtant, elle est normande, je comprends pas, elle est sympa, voilà. Et les gens, il y a ça de voilà. Si elle me téléphone un jour, elle vous a déjà téléphoné un jour? Je crois qu'elle a déjà appelé quelqu'un ici un jour, je sais pas s'il est là, mais il faut lui répondre déjà. Hein. Faut pas dire à sa secrétaire, à sa collaboratrice, non, je suis pas là. Non, parce que de toute façon, si c'est pas à vous, alors je prends Élise Lucet, c'est un exemple, mais si un journaliste cherche à vous joindre, répondez-lui. Parce que sinon, il trouvera un autre interlocuteur. Dans votre établissement, ça peut être un patient, il peut tomber sur une famille de patients qui est pas toujours très en phase avec la politique de l'établissement. Assez rapidement, il appellera un représentant syndical. Enfin voilà, de toute façon, il va trouver quelqu'un. Il va trouver une parole. Mais le problème, c'est que cette parole-là, ça sera peut-être pas forcément la parole officielle et pas non plus. On parlait de vérité ce matin. Il y a pas de vérité. Non, mais en tout cas, ce sera pas votre
votre réalité à vous. Donc déjà, il faut lui répondre aux journalistes. Au début, quand on a parlé d'EHPAD bashing, d'hôpital bashing, je regardais, ça remonte, en fait, encore plus longtemps que je ne l'imaginais, dans mes souvenirs. On s'est dit, un peu comme pendant le Covid, on va montrer des infirmières, des aides-soignantes à la peine, et puis on va dire aux gens, regardez, c'est un métier formidable, et on en manque. Ouais, pas facile. Venez, rejoignez-nous, parce que c'est dur, on n'y arrive pas, on n'est pas assez. Bon, dans ces cas-là, les gens, ils viennent pas. Très honnêtement, ça n'a pas fonctionné. Donc il faut une communication plutôt positive. Je ne me trompe pas là-dessus, je pense. C'est ce que vous faites avec les paradis de Cherbourg, avec l'EHPAD ou encore la transition écologique. C'est une communication plutôt positive sur ce qu'on fait de bien dans l'établissement. Alors n'ayez pas peur des journalistes. J'en parlais l'autre jour avec des gendarmes. Quand ils sont quelque part, j'en ai parlé avec des pompiers également. Quand il se passe une intervention, le journaliste, il arrive. Si le pompier ne parle pas, si le gendarme ne parle pas, les gens, ils vont aller voir, le journaliste, il va aller voir les gens dans la rue. Et les gens dans la rue, vous savez bien ce que c'est. Il y a un tel qui m'a dit qu'il y avait ça, qu'il y avait, puis ça devient un truc incroyable. Ou alors les pompiers, les pompiers, ils sont arrivés 1 heure après le début de l'incendie, ce qui était faux, mais lui, il a entendu dire que. Et ça va peut-être un jour finir dans un journal. C'est quand même dommage. Alors que si on leur répond directement, tout de suite, vous leur dites la réalité. En tout cas, vous leur dites ce que vous avez envie de leur dire. Excuse-moi, mais ce qui est intéressant, enfin, je partage un peu ton point de vue. Il faut ouvrir les portes et il faut aussi avoir quelque chose à dire. Et ce qui est intéressant, là, au travers des 3 témoignages, on a 3 angles d'attaque qui sont un petit peu différents. Mais ce qui est une évidence, c'est qu'il y a du fond, il y a des éléments de preuve. Sur la transition écologique, même si je ne l'ai pas mentionné, c'est clair qu'aujourd'hui les jeunes cherchent un métier qui fait sens. Et la transition écologique, ça forcément favorise le recrutement de gens qui ont envie de travailler dans une entreprise, dans un établissement qui résonne avec leurs valeurs. Et ça, c'est important. Et c'est un axe et c'est une belle histoire à raconter. Donc quand on a un petit peu de matière, d'éléments de preuve, que c'est factuel, vos salariés peuvent en parler. Parce qu'en fait, les journalistes, qu'est-ce qu'ils font? Je l'ai, donc je les connais aussi. Ils vont aller voir, parce qu'on peut leur raconter ce qu'on veut, mais ils vont aller voir les collaborateurs. Et là, en l'occurrence, vous le voyez dans la vidéo, enfin, je pense qu'il n'y a aucun collaborateur dans l'EHPAD qui ira dire l'inverse de ce qui a été vu, parce que ça transpire. Et c'est la même chose pour la transition écologique que vous l'évoquiez tout à l'heure. Les salariés commencent à en parler avec eux. C'est-à-dire que ça devient un élément, un espèce de rituel, ça devient un élément culturel. Et ça permet quand même de faire passer des messages qui ont du sens et qui font sens. Alors là, j'étais plutôt sur l'appel entrant, le journaliste qui vous appelle. Mais alors, après la deuxième partie, et j'y viens, c'est vous avez envie de communiquer. Et il faut communiquer sur des choses bien que vous faites. Vous avez un savoir-faire, il faut le faire savoir. C'est assez basique, mais c'est une réalité. Pour cela, je reviens à notre ami de Cache Investigation. Souvent, toutes ces affaires-là, elles partent d'où? Moi, je le vois même pour la radio dans laquelle je travaille. Les journalistes, ils regardent ce qui se dit dans les journaux locaux, les quotidiens, les hebdomadaires régionaux, et puis ils trouvent des affaires, des trucs. Ils disent tiens ça, ou alors ils vont sur Internet comme vous tous, et puis s'ils ont un thème d'émission à réaliser, ils vont regarder un peu ce qui se dit dans la presse un peu partout en France. Et puis après ils vont se renseigner sur le terrain. Alors vous, le journaliste parisien, vous n'y avez pas forcément directement accès, mais le journaliste près de chez vous, celui du quotidien régional ou local, gardez le contact avec lui. Trouvez un moyen, quand il se passe quelque chose de bien, pour communiquer sur l'écologie, communiquer sur l'EHPAD, communiquer sur les parapluies, vous en parlez avec le journal de la Manche, avec notre envoyé spécial permanent France Bleu Normandie à Conchamp-Nouche, qu'ils ont les studios de France Bleu dans l'heure sont à Conchamp-Nouche. C'est un secret là que nous dévoilons, mais voilà, vous, je plaisante pas en plus. Vous avez là des gens près de chez vous à qui vous avez accès et vous établissez une relation de confiance aussi en même temps. Vous lui donnez des infos, enfin vous l'appelez quand il y a un truc, il prend pas, on verra. Mais ce qui va se passer aussi, c'est que si un jour il y a un problème à l'EHPAD de Conches, le journaliste il va appeler Jérôme, puis il va dire dis non Jérôme, il y a une famille qui m'a appelé parce qu'il se passe un truc dans ton EHPAD, t'en as entendu parler. S'il n'y a pas de relation, il va directement sortir l'affaire et donner la parole uniquement à une des deux parties. Établir cette relation de proximité, c'est important. C'est pas pour ça qu'on est copains ou qu'on est acheté ou qu'on est voilà. C'est juste une relation saine
d'échange et de confiance. Et comme ça, si vous dites à un journaliste que vous connaissez, qui vous connaît, je te rappelle ce soir, pour l'instant, j'ai pas les infos, je vois que vous opinez du chef, il va patienter. S'il vous connaît pas, s'il n'a pas confiance, il va sortir le truc, il va pas se poser de questions. Vous avez alors au CHU de Rouen par exemple, il y a un service communication avec des gens qui sont là depuis longtemps, qu'on connaît, qui ont accès. Si vous êtes dans un hôpital où il n'y a pas de service de communication ou en EHPAD, je vous signale qu'à la FHF, on peut éventuellement vous renseigner si besoin sur une question de communication. Il faut toujours avoir là, on a demandé à Olivier de venir. Voilà, il y a des référents, il y a des gens qui peuvent vous renseigner. Et c'est le cas à la FHF si vous en avez besoin. Et puis pour faire vite, vous évoquiez, Olivier, les réseaux sociaux, les influenceurs. La dernière fois que j'ai animé un congrès pour une coopérative agricole des Hauts-de-France, c'était à Amiens. À côté de moi, j'avais Étienne Agri, youtubeur de la Sarthe, qui est un agriculteur et un youtubeur. Il était avec nous et c'était lui qui parlait de communication. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde agricole, on en passe par les agriculteurs, que ce soit pour vendre des produits, mais aussi pour défendre des valeurs d'un monde agricole positif. Voilà. Ben, peut-être que la prochaine fois, il faudra faire venir un influenceur ou une influenceuse du monde médical, du monde hospitalier, de nos EHPAD, pour venir ici nous parler de tout ça. Ça me paraît important parce que vous, si vous n'avez pas accès directement à un journal, vous avez accès directement à vos réseaux sociaux. Il faut les faire vivre. J'en terminerai par là. Je regardais un reportage l'autre jour, vous avez peut-être vu, sur aujourd'hui, ce sont dans les grandes surfaces. Il y a un Leclerc, je crois, en Bretagne. Vous avez un gars, il fait des vidéos rigolotes. Il y a des gens, ils viennent en vacances en Bretagne et quand ils font leurs courses, ils vont dans ce Leclerc-là parce qu'ils veulent voir le gars. Parce que ils diffusent une image positive du supermarché Leclerc. Enfin, un supermarché Leclerc, c'est typiquement la même chose qu'un autre supermarché Leclerc. Mais dans celui-là, il y a un truc en plus, une valeur ajoutée qui est véhiculée par les réseaux sociaux et par cette manière de mettre en avant les produits et l'esprit de la boutique. Voilà en quelques mots. Olivier, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur cette table ronde en général et sur ce que tu as entendu. Dans le micro, c'est pas pour une bonne communication. Il faut retenir ces bonnes pratiques, parce que là, on a 3 belles bonnes pratiques. Quand j'évoquais tout à l'heure le fait que je pense que les établissements doivent aussi améliorer la visibilité, apporter de la visibilité sur les actions qu'ils mènent. C'est exactement ce qu'on vient de voir. Qu'en fait, là, il y a vraiment de la matière, il y a vraiment du fond, il y a des choses qui apportent à la fois aux usagers, qui apportent aux collaborateurs. Les témoignages sont forcément riches d'enseignements, donc il faut en profiter. Il faut essayer de faire savoir, comme tu le disais tout à l'heure, il y a le savoir-faire. Vous avez évoqué, vous avez tous une forme de savoir-faire. Et il faut aussi le faire savoir. Et aujourd'hui, on est dans une époque où le faire savoir est aussi important que le savoir-faire. Mais le savoir-faire, c'est toujours le fond, c'est toujours l'étape préalable. Et il faut y travailler aussi. C'est là-dessus qu'on s'appuiera pour communiquer efficacement. Il nous reste quelques minutes pour quelques questions, si vous en avez. Bon, je commence à vous connaître, donc... Vous appelez la salle, donc je réponds. Non, dire qu'effectivement, les enjeux de communication, on est absolument convaincus de cette nécessité-là. Dans mon établissement, en fait, on a des réseaux, c'est un peu nouveau. On a refait le site internet, mais à la fois, il faut réussir à communiquer juste. Alors, je ne dis pas qu'on a communiqué pas juste dans notre site internet, qui est fondé en fait sur les professionnels. On a fait des reportages photos qu'on estime suffisamment belles pour être représentatives et qui n'est pas d'une banque de photos à droite ou de gauche. Mais pour autant, confronté à certaines difficultés parfois, on peut se retrouver entre un décalage entre ce qu'on veut vendre dans un site internet qui est pourtant authentique, où il y a vraiment les professionnels de l'établissement, dans le vrai bloc, et puis à des situations plus difficiles
parce qu'on a attendu 4 heures ou 5 heures aux urgences et que normalement ça ne devrait pas se passer comme ça parce qu'à Paris ça se passe différemment. Je dis ça parce que c'est un exemple vécu où effectivement une journaliste cite notre établissement pour critiquer notre site internet qui est trop beau par rapport à ce qu'on offre. Et effectivement, ce décalage, il est parfois... et on aimerait de temps en temps aussi que les journalistes soient un peu compréhensifs vis-à-vis de ces difficultés-là. Bon, mais au-delà de ça, effectivement, la communication est vraiment importante. Je n'ai pas donné le nom du journaliste, mais j'avais envie quand même de le dire. Juste une petite remarque. Vous avez totalement raison, et d'autant plus que c'est d'autant plus difficile de communiquer dans nos établissements que souvent, nous, on fait de la communication de crise. C'est-à-dire que quand tout va bien, ça va, il n'y a pas de souci et on n'a pas besoin de communiquer. Quoique, c'est quand même bien, comme vous le disiez. C'est justement maintenant qu'il faut commencer à raconter les histoires, à dire comment ça se passe, etc. Et ça, c'est très important d'avoir ce lien. Et d'ailleurs, on n'a pas suffisamment les réflexes, on n'a pas suffisamment cette culture-là, mais dans le service public de manière générale. Et quand ça va mal, en général, c'est que ça va très mal, c'est qu'il s'est passé quelque chose de grave au sein de nos établissements, une intoxication alimentaire, un décès dans des circonstances un peu curieuses, des situations d'agression ou autres. Et là, effectivement, ça devient de la communication de crise, et là, ça devient très, très compliqué. Et là, il faut savoir bien s'entourer, avoir des professionnels, des gens qui vous accompagnent au quotidien, parce que ça, c'est vraiment pas facile. Et si je peux juste rajouter, effectivement, tout à l'heure, il y a une notion qu'on n'a pas creusée complètement, mais c'est le storytelling. Raconter son histoire. En fait, il faut qu'on arrête de se faire confisquer l'histoire d'un établissement par n'importe qui. C'est-à-dire qu'on a à un moment donné sa propre histoire à écrire, sa propre histoire à publier. Les ambassadeurs sont un très très bon vecteur. Les réseaux sociaux ont l'avantage de leur défaut, c'est-à-dire que c'est extrêmement réactif, mais on sait modérer aussi sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut faire... Enfin, nous, typiquement, c'est servi de la com pour faire justement du reclassement, c'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, la belle histoire, c'est dire, si vous ne pouvez plus exercer votre métier dans notre établissement, il y a des métiers pour lesquels on peut vous former, pour lesquels on peut vous accompagner et qui vont continuer à avoir du sens et être à forte plus-value pour l'établissement. Nous, la com, ça a été notre choix. C'est une aide-soignante qui a été reclassée, formée, vraiment bien outillée pour le coup. Et effectivement, les quelques images que vous avez pu voir, mais si vous allez sur mes réseaux, sur les réseaux de l'établissement, etc., tout provient d'un seul ETP. Et l'image de Cherbourg, qui était très détériorée il y a encore 4 ans, aujourd'hui, bénéficie quand même d'une bien meilleure notoriété parce qu'effectivement, on a osé aussi se dévoiler, dire ce qu'on fait, en être fier. Et effectivement, quand il y a une boulette qui arrive, ça arrive malheureusement, bien pareil, on communique. On communique, mais dans le sens de la prise de responsabilité et de dire oui, mais ça ne gomme pas tout ce qu'on fait de bien à côté. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui se construit, qui se réfléchit. Nous, on en parle beaucoup en CODIR. Vraiment, toutes ces orientations sont faites en CODIR et vraiment, on parle de notre histoire. On détermine nos éléments de langage. On cherche aussi, et c'est des éléments aussi qu'on diffuse auprès de notre communauté dans de la communication interne pour qu'ensuite, ça fuite. Parce qu'on organise nos fuites aussi. Ça, c'est quelque chose d'important. On fera une table ronde, une formation avec vous la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci à vous tous et toutes et on continue à travailler ensemble. Merci.